Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur rtsradio.fr dans le débrief du national, la seule émission radio 100% nationale avec ce soir Clément. Bonsoir Clément. Et bonsoir Émeric, bonsoir Thomas. Et ce soir donc Thomas. Bonsoir Thomas. Bonsoir Émeric et bonsoir Clément. Allez, on a vécu donc la 36e journée vendredi soir. Il nous en reste encore 2 à vivre. Et ce qui nous promet un final des plus haletants entre nos 5 équipes de tête. Je sais pas ce que vous en avez pensé de cette journée. Les 5 ont gagné, les 5 ont fait le boulot. Ça nous promet vraiment un final en apothéose. Oui, mea culpa pour t'avoir coupé Émeric et avoir dit que c'était la 37e, c'était bien la 36e, c'est vrai qu'il y a un petit décalage. Mais ça va être intéressant. On va avoir le droit à nos finales, même plus belles que prévu. Encore que ça aurait pu être un poil plus serré, mais ça va être super intéressant à suivre et il va y avoir de sacrés rebondissements là, si ça se trouve en termes de classement. Ouais, on va y revenir juste après. Je vais vous démontrer quelque chose d'assez sensationnel. Mais avant, on va peut-être demander à Thomas un petit peu ce que tu retiens au niveau des équipes de tête. Toutes elles ont fait le boulot. On n'a pas eu forcément des victoires spectaculaires, mais des victoires 1-0 pour Vannes, pour Ajaccio. Ça fait toujours 3 points. Ouais, c'est sûr. Et puis il y a juste Épinal qui a dû batailler ferme face à Beauvais pour arracher la victoire dans les dernières minutes. C'est vrai que c'est une journée qui a eu beaucoup de buts aussi, beaucoup de cartons rouges. J'ai vu sur des rencontres. Et puis le seul match où il n'y a pas eu de but, bien sûr, c'est Colmar-Cherbourg, hein, où tout le monde s'est ennuyé à mourir. Surtout les spectateurs colmariens que je plains beaucoup. Mais sinon, c'est vrai que ceux de devant ont fait le job et puis comme dit, les dernières journées vont être passionnantes avec les confrontations directes. Ouais. Et donc ce que je disais, parce que là on se retrouve quand même dans un cas de figure où à 2 journées de la fin, on a les 5 équipes de tête qui ont leur destin en fait entre leurs mains pour accéder à la Ligue 2. Alors je vous explique un petit peu le calcul. Donc pour Ajaccio, pour Nîmes, pour Niort, il n'y a pas de problème. Forcément, ils sont devant s'ils gagnent leurs 2 matchs. Même Ajaccio, il suffit qu'ils en gagnent un sur les 2 et ça suffira. Mais si Nîmes et Niort ils gagnent leurs 2 matchs, forcément, ils monteront en Ligue 2. Jusque-là, pas de problème. Ensuite, pour Vannes, s'ils gagnent leurs 2 derniers matchs, au Red Star et puis face à Nîmes, ils se retrouvent à égalité de points avec Nîmes, comme ils sont déjà devant Épinal. Et donc, dans ce cas-là, avec Nîmes, après, c'est la différence de but particulière. Comme ils ont gagné au match aller, s'ils gagnent au match retour, forcément, ils sont devant Nîmes. Donc, ils mettent au moins Nîmes et Épinal derrière. Et donc, Vannes, en gagnant leurs 2 matchs, ils montent sur le podium. Ça va jusque-là ? Ça va. Ouais. Prenez des notes. Hein. Ouais. Par contre, prenez des notes pour Épinal parce que là, il va bien falloir se concentrer. Merde. Il faut faire tous les cas de figure. Mais en fait, dans tous les cas de figure, donc si on suppose qu'à la 37e journée, il y a une seule confrontation directe, c'est Épinal-Ajaccio. Si donc Épinal gagne, donc Épinal ils reviennent à 64 points, Ajaccio ils auraient toujours 65, et après si tous les autres ils gagnent, donc ça nous ferait Nîmes et Niort en tête avec 67, ensuite Gazélec 65, et puis Vannes Épinal 64. Ensuite, au niveau de la dernière journée, on suppose que Épinal à Colmar ils vont gagner, ce qui est plus que possible quand on voit comment Colmar joue. Et donc après il nous reste les 2 autres matchs. En fait, les 4 autres équipes de tête elles s'opposent dans les 2 matchs, puisqu'on a Vannes Nîmes et Ajaccio Niort. Au niveau de Vannes Nîmes, si c'est Nîmes qui s'impose à Vannes, et si Ajaccio gagne dans l'autre match, dans ce cas-là on retrouve les Chamois niortais avec Épinal avec 67 points, les 2 sont à égalité de points. Devant il y a Nîmes avec 70 et Ajaccio 68, et donc Niort et Épinal dans ce cas-là ils sont à égalité de points à 67, mais comme Niort et Épinal dans les confrontations directes, c'est Épinal qui a gagné et il y a eu 0-0 au match retour. Donc Épinal il passerait devant Niort en différence de but particulière. Dans le cas où sur le match Ajaccio-Niort il y a match nul ou si c'est Niort, dans ce cas-là Épinal avec leur nombre de points ils sont normalement 3e. Là il n'y a pas de problème. Si Vannes Nîmes ça fait match nul. Et si Ajaccio s'impose. Dans ce cas-là on a encore Épinal qui se retrouve à égalité de points avec Niort, à tous les deux à 67 points. Si Ajaccio s'impose, ouais. Et donc, toujours le même cas de figure. Épinal à égalité avec Niort. Dans ce cas-là, il passe devant, à différence de but particulière. En cas de nul ou de victoire de Niort, dans ce cas-là, Épinal, il passe devant Ajaccio. Et il passe devant Vannes si Vannes ne s'impose pas. Et là, on rentre dans le cas de figure le plus complexe. Si Vannes s'impose à domicile face à Nîmes, et si Ajaccio s'impose à domicile face à Niort. Dans ce cas-là, on se retrouve avec le cas absolument fou et absolument magnifique. Ajaccio premier avec 68 points, et après les 4 équipes
à 67 points. Et donc dans ce cas-là, en cas d'égalité avec plusieurs équipes, c'est le nombre de points marqués sur les confrontations directes. Et donc dans ce cas-là, ça nous ferait Vannes deuxième, Épinal troisième, et c'est Niort et Nîmes qui seraient éjectés du podium. En cas de victoire de Vannes, et si on a un match nul ou la victoire de Niort du côté de Gazélec Niort, dans ce cas-là, c'est une égalité à 3 entre Nîmes, Vannes et Épinal. Et donc, dans l'égalité à 3, c'est toujours pareil, c'est Vannes qui est premier, mais Épinal passe devant Nîmes. Et comme il passerait devant Niort, si Niort n'arrive pas à s'imposer à Ajaccio, ils arriveraient, quoi qu'il arrive, sur le podium. C'est compliqué, mais en fait, Épinal, ils peuvent pas se retrouver avec le même nombre de points que Nîmes et juste en confrontation directe qu'avec Nîmes. Ça sera soit un duel à 3, soit un duel à 4, et dans ce cas-là, ils passent devant Nîmes. Parce qu'on peut se dire, on regarde les confrontations directes entre Épinal et Nîmes, comme ça fait 2 matchs nuls, du coup il y a égalité sur les confrontations directes, et après si on regarde la différence de but générale, on peut penser que Nîmes est largement devant Épinal, mais en fait ce cas de figure il arrivera jamais, parce que Épinal ils peuvent pas se retrouver à égalité qu'avec Nîmes. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Comme après c'est une égalité soit à 3 soit à 4, et sur dans ce cas-là les confrontations entre toutes les équipes à 3 ou à 4, et bien dans ce cas-là Épinal il passe toujours devant Nîmes et devant Niort. Voilà messieurs, donc Épinal en gagnant leurs 2 matchs, ils sont quoi qu'il arrive en Ligue 2. Magnifique. C'était bon, d'écouter religieusement et on se dit que le comité va devoir se friser les moustaches un petit peu là pour cette fin de saison quand même. Ah ouais, non mais je l'ai lu sur un forum et apparemment c'est le kiné d'Épinal, il faudra demander à Sandy Payot quand on le recevra tout à l'heure, qui a expliqué ça à la fin dans le bus quand il revenait de Beauvais. Et le mec d'Épinal donc qui racontait ça, il disait qu'ensuite il a fait tous les calculs et donc vous faites tous les cas de figure. Donc sur la 37e journée, à savoir que Épinal bat Ajaccio et après toutes les équipes de tête gagnent, Niort, Nîmes et Vannes. Et puis la dernière journée, vous faites tous les cas de figure, Vannes-Nîmes, sur Vannes-Nîmes et sur Ajaccio-Niort. Et dans ce cas-là, vous verrez en fait, soit Épinal se retrouve troisième ou deuxième même avec le nombre de points, ou soit il se retrouve à égalité avec Niort, mais dans les confrontations directes, il passe, soit on a une égalité à 3, voire à 4, et dans ce cas-là, Épinal, ils sont toujours derrière Vannes, mais ils passent devant Nîmes et Niort s'il y a une égalité à 4. Donc si je résume bien, à partir du moment où il y aura des confrontations directes, Niort, ils seront quand même pas mal en difficulté, hein. Ouais, Niort au niveau des confrontations directes, c'est l'équipe qui a le plus de mal. Il y a juste s'ils se retrouvaient en confrontation directe avec Ajaccio, parce qu'ils ont gagné au match aller 2-1, mais bon le match retour est pas encore joué, et il y a très très peu de chances pour que Niort se retrouve à égalité de points avec Ajaccio. Et ouais, Niort avec Nîmes en confrontation directe ils perdent, avec Vannes et Épinal ils perdent aussi. Donc ouais, Niort au niveau des confrontations directes ils sont pas bien. Niort là, il va falloir gagner le prochain match face à Beauvais, mais après, en cas de défaite à Ajaccio, je crois qu'ils peuvent pas monter. Hein. Je vais vérifier. Dans ce cas-là, ils finissent quatrième. Dans ce cas-là, ils finissent quatrième. Et dans ce cas-là, ils finissent quatrième. Donc ouais, non. Niort, ils devront forcément prendre au minimum 4 points sur les dernières journées. Donc victoire à domicile face à Beauvais et ensuite il va falloir aller chercher au moins un point à Ajaccio. Toutes les équipes ont leur destin entre leurs mains, mais ça va être compliqué à cause des confrontations directes. Mais ça nous promet quand même un final de fou. C'est quand même fou de se dire que si toutes les équipes arrivent à gagner leur match, elles ont toutes les moyens d'accéder à la Ligue 2 à 2 journées de la fin, sans dépendre des résultats de qui que ce soit. Bon après, faut bien se dire aussi que toutes les équipes ne pourront pas gagner, ça. Ah ben ça forcément, parce qu'ils vont pas monter à 5. Hein. Voilà. Mais bon, dans les confrontations directes, c'est rare que les 2 équipes gagnent. Donc ouais, ça va être intéressant, mais bon, tu vois, je suis pas dans l'idée qu'il y a des victoires, mais imaginons qu'il y ait des matchs nuls et que ça relance encore plus, hein? Bah non, mais enfin avec là le scénario idéal pour la 37e journée, c'est toutes les équipes qui gagnent et qu'Épinal batte Ajaccio. Parce que c'est sûr que par contre, si Épinal ne gagne pas face à Ajaccio, là dans ce cas-là, ils seront hors course. Il sera une course à 4. Vraisemblablement, ouais. Parce que bon après, à part si tout le monde perd, quoi, et qu'il y ait que Ajaccio qui gagne, et dans ce cas, il y aurait qu'Ajaccio qui se détacherait. Mais Épinal, ouais. Mais bon, d'un autre côté, ils vont jouer gros à domicile face à Ajaccio, et je les joue quand même à domicile, et après derrière c'est un déplacement à Colmar, et je pense que Colmar, avec ce qu'ils montent sur la fin de saison, Épinal ils sont largement capables d'aller gagner là-bas, Thomas. Ouais, c'est sûr, hein, Colmar, je viens de voir, ça fait 6 matchs qu'ils ont plus gagné, avec je crois 3 défaites et 3 matchs nuls.
et donc c'est Colmar est vraiment fini en roue libre, ils montrent plus rien, et c'est vrai qu'Épinal, je pense qu'ils arriveront à gagner à Colmar, facilement même. Ouais, donc tu vois, Épinal, s'ils gagnent leur match contre Ajaccio, ils sont et qu'après bon bien sûr ils vont faire le boulot à Colmar, mais ils sont en Ligue 2 quoi. Alors aujourd'hui tu regardes le classement, si tu le regardes un petit peu rapidement, tu dis Épinal 5e, 61 points, ça va quand même être compliqué. Mais en fait non, avec toutes les confrontations directes, c'est quand même fou. Bon, c'est vrai qu'Épinal a quand même la chance qu'à la dernière journée les 4 équipes qui sont devant s'affrontent toutes en confrontation directe quoi. Ça c'est quand même le scénario royal quoi. Et qui nous promet au niveau suspense un truc absolument énorme. On y verra déjà un peu plus clair le week-end prochain. Ouais. Pour finir sur cette 37e journée, avant de passer aux invités, on va parler un petit peu du bas du classement. Là, au niveau du bas du classement, par contre, il y a beaucoup moins de suspense. Le Paris FC et le Red Star ont assuré mathématiquement leur maintien ce week-end. Le Red Star donc en gagnant à domicile, en gagnant au Poiré Survie pardon, et le Paris FC en perdant à Luznac, mais en perdant au Gazélec, mais comme il y a les résultats derrière qui les arrangent, ils sont quoi qu'il arrive maintenus. Après, Luznac n'est pas maintenu, mais pour qu'ils descendent, il faudrait quand même un concours de circonstances assez énorme, étant donné qu'il y a que Beauvais qui peut les rattraper, enfin Beauvais et Martigues peuvent les rattraper au nombre de points, mais au niveau des confrontations directes, Luznac-Martigues, c'est Luznac qui l'emportera, et donc au niveau des confrontations directes, Luznac-Beauvais, dans ce cas-là, c'est Beauvais qui passerait devant Luznac, en sachant qu'il faudrait que Beauvais gagne ses 2 derniers matchs et que Luznac perd les 2 derniers matchs, et pour Beauvais, pour gagner les 2 derniers matchs, ça va être compliqué, parce que Beauvais, leur prochain déplacement, c'est Niort, et quand on voit Niort dans quelle situation ils sont aujourd'hui, condamnés à gagner et puis après aller chercher quelque chose à Ajaccio, ça va être vraiment compliqué pour les Picards de se maintenir. Mais d'un côté, n'oublions pas que l'objectif c'est peut-être de terminer 17e de championnat national pour être. Ouais, c'est vrai. Après que pour l'instant rien n'est si fait, mais place est repêché. C'est vrai que par rapport à ça, donc tu fais référence bien sûr à la DNCG qui pourrait, si elle rétrogradait un club de national. Ou un club de plus haut d'ailleurs, mais si elle rétrogradait un club de national, c'est le 17e de national qui serait repêché. Et par rapport à ça, Beauvais donc passé devant la DNCG, il me semble que c'est aujourd'hui ou demain. Et eux, Beauvais, ils étaient plutôt confiants. Le président disait que justement, ils n'avaient pas fait le choix de pas recruter de joueurs, 1 ou 2 joueurs en janvier, et que du coup, par rapport à la DNCG, c'était une équipe qui montrait l'exemple au niveau de la tenue des comptes. Maintenant, peut-être que pour certaines équipes, ça sera un petit peu plus compliqué. On avait parlé de Rouen, mais apparemment le président va apporter les garanties financières, donc il y aura un passage devant la DNCG, mais qui devrait poser aucun problème. Donc après, il faudra voir. C'est vrai qu'il y a plusieurs équipes qui sont en difficulté financière, mais c'est pas sûr non plus qu'il y ait une relégation. Maintenant, c'est vrai que si on regarde sur les dernières années, les stats plaident pas en cette faveur. Ouais. Mais si c'est par exemple un club de Ligue 2 qui descend et qui est relégué judiciairement, c'est le 17e de Ligue 2, non, le 18e de Ligue 2 qui est repêché ou pas? Ouais. Si un club de Ligue 2 est rétrogradé, c'est toujours en fait en fait, c'était le cas dans toutes les divisions, mais à part en national. Donc c'était un petit peu bizarre que celui qui soit repêché soit un 2e de CFA, et du coup ça a été harmonisé et c'est tout à fait normal. Mais oui, par contre si le 18e, si t'as un mec de 2 qui... mais Metz, c'est quasiment mathématiquement fait qu'ils vont descendre. Donc Metz, ils seront en national l'année prochaine, quoi qu'il arrive. Et après, s'ils sont à nouveau rétrogradés, comme ça a été le cas de Grenoble l'année dernière, qui descendait sportivement de Ligue 2 en national et puis après qui a été rétrogradé financièrement. Là, dans ce cas-là, ça serait le 17e de national qui serait repêché. Ouais, c'est vrai que Metz, ça va être compliqué. Est-ce qu'ils seront en national la saison prochaine? Rien n'est moins sûr. En Ligue 2, ça va être, c'est à 99% sûr que ça sera pas le cas. Mais en national, il faudra voir au niveau des comptes. Ouais, t'as raison. Metz, ça peut être une équipe avec des finances un petit peu glissantes, on va dire. Donc ouais, au niveau du bas, on le disait, Besançon qui n'a pas pu gagner, Martigues qui allait chercher un match nul certes héroïque à Luznac parce qu'ils s'étaient menés 3-0 et reviennent à 3-3. Beauvais qui perd à domicile face à Épinal après être revenu à 2-2 et à 3-3 et qui du coup reste à 4 points de Cherbourg, parce que Cherbourg finalement avec ce match nul au bout de l'ennui à Colmar, ils ont quand même ramené un point. Aujourd'hui ils ont 4 points d'avance sur Beauvais et Martigues.
à 2 journées de la fin, en sachant que Beauvais ils doivent se déplacer à Niort. Ça va être vraiment compliqué. Après, Martigues a un calendrier un petit peu plus simple que celui de Beauvais, parce qu'ils n'ont pas de grosses équipes à aller jouer. Ils reçoivent Créteil qui est un petit peu en vacances, et ensuite ils vont au Poiré-sur-Vie. Martigues peut faire le plein sur les 2 dernières journées. Quand on écoutait Jean-Luc Vasseur après le match de Nîmes, il le disait bien. Le problème, c'est que dans cette rencontre, on a une équipe de Nîmes qui joue encore la Ligue 2, alors qu'à Créteil, on avait des joueurs un petit peu en vacances, et même pour aller plus loin, des joueurs qui savent pas forcément de quoi leur avenir sera fait. Il disait même le sien, au niveau de l'entraîneur, il n'a pas encore de garantie pour l'année suivante. Donc c'est sûr, on pense un petit peu à ce qu'on va devenir la saison prochaine, parce que c'est pas le tout de se retrouver un petit peu à la rue. Et c'est sûr qu'on soit un petit peu moins concentré sur le match qu'on doit disputer, quoi. Voilà, il me semble, Clément, que Romain Beignet est arrivé, donc on va peut-être tout de suite l'accueillir. Et ben ça marche, c'est parti. Eh bien bonjour Romain Beignet, et puis merci déjà d'avoir accepté notre invitation dans le débrief du National sur RTS Radio. Oui, bonjour, de rien, avec plaisir. On va commencer par parler du match de ce week-end. Ce match donc où l'USNAC a dû concéder le match nul face à Martigues. Un match où vous meniez 3-0 et puis après vous finissez finalement sur un match nul 3 partout. Quel était le sentiment qui régnait après une telle rencontre? Mais beaucoup de frustration quand on gagne 3-0 dans un match pour le maintien, quand on sait qu'à la fin du match, si on garde ce score, on est maintenu en national. Quand vous vous faites rattraper 3 buts en 20 minutes, on peut être que déçu. Maintenant, on a la chance que les autres équipes n'aient pas gagné derrière nous, donc on a plus que notre destin entre nos mains encore, et c'est ça le plus important, mais c'est sûr qu'on est très déçus. Ouais, tu parlais par rapport au maintien. Aujourd'hui, ouais, c'est vrai, vous avez 42 points. Ça devrait quand même vraisemblablement suffire, parce que à 2 journées de la fin, du coup, Beauvais et Martigues pourraient encore vous rattraper, mais Martigues, même en cas d'égalité, de toute façon, à différence de but particulière, vous seriez devant. Et pour Beauvais, ça va être vraiment compliqué, parce que le prochain match, notamment, il se déplace à Niort. Donc, vous parlez pas encore quand même de maintien. Enfin, le maintien, on en parlera une fois qu'il sera acquis, mais c'est certain qu'on a toutes nos chances pour réussir, et on a surtout beaucoup plus de chances que nos adversaires. Vu notre position, Beauvais va à Niort, chez le deuxième, qui doit impérativement gagner. Martigues est un peu plus décroché, et en plus de ça, au goal average particulier, on est devant eux. Donc c'est clair qu'on est bien parti pour, et puis il nous reste 1 point à prendre sur 2 matchs. Alors bon, c'est certain que Cherbourg, chez qui on se rend ce week-end, ce sera pas un match facile, aussi joue le maintien. Maintenant, on peut penser que sur les 2 matchs, ce point, on est quand même capable de le prendre. Et si on n'est pas capable de prendre 1 point sur 2 matchs, c'est qu'on n'a rien à faire en national. D'accord, ouais. Du coup, c'est vraiment dans cet état d'esprit-là. Et les mots du coach vont en ce sens. Même si le maintien, on va dire, allez, il est à 99,9%, c'est quand même encore, si on n'est pas capable de prendre 1 point sur ces 2 matchs-là, on n'a rien à faire la saison prochaine en national. Oui. Mais oui, c'est... Et justement, le coach, son discours par rapport à ça, c'est exactement ce que tu dis. Après le match de Martigues, j'imagine qu'il y avait énormément de frustration, puis même aujourd'hui à l'entraînement. Mais alors, le coach, il a été très simple dans son discours aujourd'hui à l'entraînement. Il a dit, on est à 2 journées de la fin, c'est pas maintenant qu'on va calculer. C'est sûr qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait contre Martigues sur ce match-là. Maintenant, il faut vite l'oublier et puis aller prendre ce point à Cherbourg qui va définitivement nous maintenir, c'est tout. Et il a bien raison. C'est pas à cette période de l'année que tu corriges beaucoup de choses, que tu peux travailler tactiquement. Les joueurs sont tous fatigués, il faut parer au plus pressé. Donc là, il faut vite prendre ce point, et comme ça, on sera tranquille dans nos têtes. D'accord. On va aborder un petit peu la saison sur ton plan personnel. Donc cette saison, tu as disputé, si mes stats sont exacts, 35 matchs sur les 36. Il y a juste la deuxième journée que tu as loupé parce que tu étais suspendu après le rouge pris au Paris FC. Ouais, exact. Donc tu t'es vraiment imposé à l'USNAC. Quand tu es arrivé en début de saison, on t'avait assuré une place de titulaire, ou tu l'as gagné petit à petit au niveau des matchs amicaux? On comptait sur moi. Après, on n'est jamais certain d'être titulaire dans n'importe quel club. C'est vraiment ce
qui font la différence. Je pense que si j'avais été mauvais, le coach m'aurait pas mis titulaire tous ces matchs-là. Donc oui, je pense que je l'ai mérité. Mais pour démarrer la saison, t'avais quelques garanties. Après, évidemment, j'avais des garanties. Le coach comptait sur moi, et oui, j'ai été recruté pour jouer. Après, comme je vous dis, si on répond pas présent aux attentes du coach, eh ben le coach il nous met sur le banc. Et si je suis pas sorti de l'équipe, c'est que j'ai sûrement dû faire le nécessaire. Mais donc voilà. Ouais, non, ça c'est sûr. Et c'est pour ça que je disais que du coup tu t'étais vraiment imposé cette oui, année dans cette équipe de l'UNAC. Ouais. C'est clair. Mais c'est clair. et donc par rapport au fait que tu te sois vraiment imposé dans cette équipe de l'UNAC, qui est finalement une équipe un petit peu du ventre mou, on va dire, de ce championnat national, pour la saison prochaine, quels sont tes projets? Est-ce que tu as envie de rester à l'UNAC, des envies d'ailleurs? Mais on va dire que pour le moment, je suis en pleine réflexion. Oui, j'ai envie de rester à l'USNAC parce que comme vous l'avez dit, ça s'est bien passé cette année, parce que c'est important de se sentir bien dans un club. Après, comme je le dis tout le temps, je reste très ambitieux et j'aimerais retrouver le niveau au-dessus. Après, c'est les propositions qui feront que je prendrai telle ou telle décision. Mais voilà un peu l'état des lieux pour l'instant, donc j'attends. On verra, mais rester à l'USNAC sera loin d'être une corvée, bien au contraire, d'autant plus qu'il y a un projet qui se met en place à l'USNAC qui est très intéressant, avec le président Jérôme Ducrot qui s'investit beaucoup dans le club, et je pense qu'il y a de belles choses à faire ici. Ouais, c'est justement ce dont j'allais parler. L'USNAC qui a des projets pour continuer à se développer, avec l'an prochain, notamment un nouveau stade pour l'équipe première à Foix. Toi, ça peut vraiment peser dans la balance, ce genre de choses. Tu le prends vraiment en considération. Oui, c'est clair. C'est important. Le club va se professionnaliser, donc ça pèse énormément dans la balance. Moi, je vous le dis clairement, l'USNAC, c'est plus l'USNAC d'il y a 3 ans quand ils sont montés en national. Et l'année prochaine sera encore plus déterminante et encore plus différente par rapport à ça. Il va vraiment y avoir des changements au sein du club et où la professionnalisation du club va vraiment avoir lieu. Donc rester dans un club tel que ça, c'est positif. Tu es en train en fait un petit peu de nous annoncer que l'année prochaine l'USNAC pourrait vouloir jouer les premiers rôles dans le championnat national, et ça serait finalement... je vous l'annonce sans vous l'annoncer, parce que vous savez, l'an prochain il y a 6 descentes. Donc quand on sait qu'il y a 6 descentes, il vaut mieux viser plus haut pour réussir à se maintenir, que se dire on va jouer le maintien tranquille. Et l'année prochaine, si vous terminez 14e, 15e, vous n'êtes pas maintenu, quoi. Ouais, c'est vrai avec la réforme. Donc au jour d'aujourd'hui, si le championnat s'arrêtait là, on serait pas maintenu. Donc c'est important de voir plus haut pour atteindre l'objectif le plus rapidement possible et pas se faire piéger par ces 6 descentes. Ouais, c'est vrai que l'année prochaine, ça sera pas la saison où il faudra avoir une équipe un petit peu limite. Ouais, c'est vrai que ça va être un sacré challenge. Complètement. Donc je pense qu'au club, ils en ont conscience et ils veulent créer une équipe pour jouer dans la première partie de tableau, qui me semble être dans les cordes d'un club tel que l'USNAC, comme il va structurer, avec l'arrivée du président Jérôme Ducrot, avec les ambitions qui sont les siennes. Voilà, c'est largement faisable. Ok, on va revenir un petit peu sur ton début de carrière, Romain. Donc formé à l'Olympique Lyonnais, tu fais partie de la génération 87, donc c'est-à-dire cette équipe qui est quand même assez extraordinaire quand on regarde tous les joueurs qui en sont sortis, Benzema, Ben Arfa, Rémi, 3 joueurs qui pourraient faire l'Euro. À ces joueurs-là, il faut rajouter Anthony Mounier, Rémi Rioux qui a joué quand même pas mal en Ligue 1. Sandy Payot qu'on aura tout à l'heure dans l'émission et qui est à Épinal, et puis j'en oublie encore certains. Quand tu repenses à cette équipe là, t'en gardes vraiment des super souvenirs, ou
c'était une équipe où un petit peu chacun cherchait à tirer, on va dire, la couverture de son côté? Mais le foot c'est ça, hein. Je vous apprends rien en vous disant que c'est un sport collectif, mais où c'est sûrement le sport le plus individuel pour ce qui est de son intérêt personnel. Donc oui, tout le monde essayait de tirer la couverture à soi, mais ça c'est normal, j'ai envie de dire. Après, moi j'en garde des super souvenirs. On a quasiment tout gagné en jeunes. On avait une super équipe, une très bonne ambiance. On a fait des sélections en équipe de France ensemble. Pour moi, c'est sûrement mes meilleurs souvenirs de footballeur. Mmh. Et donc toi, dans ma région, je suis lyonnais, donc voilà, c'était très très bien. D'accord. Et donc toi, tu étais capitaine dans toutes les équipes de jeunes, et donc notamment dans celle-là. Et Gérard Houllier donc te fait signer un contrat de 3 ans pro à l'époque. Et puis là après tu arrives pas à percer. C'était vraiment compliqué parce que là on est aussi dans les plus belles années lyonnaises. Mais c'était difficile, vous savez, dans une équipe où il y a Mamadou Diarra, Fabio Santos, Toulalan, c'est compliqué pour un jeune joueur d'émerger là-dedans. Après, je pense que ce qui m'a été aussi préjudiciable, c'est que Gérard Houllier m'a fait signer, mais il est parti derrière. Donc je me suis retrouvé avec un coach qui me connaissait pas et qui m'avait surtout pas fait signer pro. Donc ça c'est jamais facile, et puis voilà, la saison est passée, j'ai pas joué, je me suis fait prêter, j'ai eu une blessure en Belgique en fin de saison qui m'a énormément handicapé, et voilà, plein de petites choses qui font que ça va très vite dans un sens comme dans l'autre. Juste avant Clément te donner la parole, tu parlais donc du prêt en Belgique. Pourquoi un tel choix? Parce que à cette époque-là, tu as quand même, on va dire pas une notoriété en France, mais tu es quand même capitaine des équipes de jeunes. Tu sors donc de cette très bonne équipe dont tu étais le capitaine, puis tu avais quand même signé pro à l'OL. Ça fait quand même déjà un petit plutôt pas mal sur le CV. Ben ouais, mais j'avais pas 36 solutions, et au bout d'un moment, il a fallu voilà, faire un choix. Le temps passait. Donc je me suis orienté là-dessus, et c'est loin d'être un mauvais choix, hein. Vous savez, le championnat belge, même si c'est pas le championnat français, c'est un bon championnat, et si c'était à refaire, je repartirais là-bas. Je pense qu'il m'a surtout handicapé, c'est pas de partir en Belgique, c'est de me blesser sur la fin de saison, qui est toujours pour les footballeurs le moment le plus important, où les clubs viennent faire leur marché, où on peut parler de la saison prochaine. Et moi, je me suis blessé pour les 10 derniers matchs, donc je vous laisse imaginer comme c'était compliqué derrière. Quand on revient en prêt, voilà. Et après je savais en partant là-bas que Lyon comptait pas sur moi, mais j'avais des contacts pour rebondir, mais la blessure a un peu tout gâché, quoi. Clément? Mais je regrette pas d'être parti là-bas, hein. Franchement, si c'était à refaire, je le ferais. D'accord. Oui, moi ma question était surtout par rapport au fait que je vais pas cacher, j'étais supporter lyonnais, j'ai suivi toutes les équipes de jeunes, j'allais sur les terrains annexes voir les équipes de jeunes jouer, et on s'est dit celui-là il va percer, celui-là il va pouvoir faire quelque chose de grand. Et c'est vrai que derrière, quand on t'a vu partir, on a eu pas un petit pincement au cœur, mais on s'est dit qu'est-ce qui s'est passé et autres. Et quand on voit aujourd'hui que certains jeunes ont réussi à s'imposer, comme Maxime Gonalon ou même Samuel Umtiti qui fait une bonne saison en défense centrale, du coup est-ce qu'il n'y a pas un petit regret de ne pas être arrivé par exemple 3 ans plus tard, ou des choses comme ça, ou est-ce que on se dit c'est de ma faute, j'aurais dû faire mieux, ou vraiment il y avait trop une génération importante au-dessus, enfin des joueurs au-dessus comme tu le disais, Mamadou Diarra et autres? C'est un peu tout ça, c'est pas qu'une seule chose qui a fait que, mais pour ce qui est des regrets, très franchement, j'en ai pas. Après, je vous mentirais si je vous disais que j'espérais faire une carrière différente, mais après, ma carrière elle est loin d'être finie, hein. J'ai que 25 ans et je compte bien rebondir. Mais j'ai pas de regrets. Les choses elles se sont faites comme ça, et la vie c'est comme ça. On choisit pas de se blesser à un mauvais moment. J'ai fait aussi des mauvais choix en m'entourant de personnes qui n'étaient pas forcément les bonnes
moi, d'agents qui prêchaient pas pour moi, qui étaient plus pour leur intérêt que pour le mien. Donc ça aussi, ça m'a coûté. Comme je vous l'ai expliqué, j'ai signé avec un entraîneur à Lyon qui est parti l'année suivante. Donc il n'y a pas eu de continuité là-dedans. D'habitude, quand un jeune joueur pro signe avec l'entraîneur de l'équipe 1, c'est que l'entraîneur de l'équipe 1 compte sur lui. Moi, l'entraîneur qui comptait sur moi, il est parti. Donc ça aussi, ça fait que... et puis voilà. Et puis après, il y a forcément aussi une part qui me revient, où j'ai peut-être pas été bon à certains moments. Ça, je le sais très bien. Mais c'est comme ça, et c'est la vie. Et voilà. Et encore une fois, je désespère pas de réussir à retrouver le plus haut niveau. Maintenant, j'ai un autre recul sur les choses et je me prends moins la tête. En tout cas, je suis heureux de jouer à l'USMAC, et si l'an prochain c'est l'USMAC de nouveau, eh ben je serai pas malheureux et je regretterai pas mes choix. Voilà. Mmh. On va parler d'une période par contre un peu plus délicate. Moi, c'est celle que je vois comme la période sans doute la plus difficile dans ta carrière. C'est donc la période entre ce prêt en Belgique et avant d'arriver à l'USMAC. Donc, en revenant de Belgique, là, tu repars pour Guignon, un transfert définitif. Je fais 6 mois à Lyon entre temps, où je joue même plus en réserve. Et ça, on peut le rajouter d'ailleurs dans les points difficiles où on m'a pas aidé, c'est que quand je reviens là, les 6 mois de mon année de prêt en Belgique, les 6 mois que je fais à Lyon, Lyon veut même plus me faire jouer en réserve. Je m'entraîne plus avec les pros, je m'entraîne avec la réserve. C'est pas des moments faciles, et il y a d'autres joueurs à qui on a donné un peu plus un coup de pouce pour rebondir. Moi, ça n'a pas été le cas. Donc c'est pas simple, hein. Seul contre tous, on peut pas tout faire. Ouais, et donc là, du coup, tu pars à Guignon un petit peu contraint et forcé, quoi. Oui, il faut jouer. D'un moment, là, dans la situation dans laquelle j'étais, je pouvais plus rester à ne même plus jouer avec la réserve lyonnaise, ou que des bouts de match quand ça les arrangeait. Il fallait que je joue, et à Guignon, j'ai retrouvé du temps de jeu, et ça m'a fait du bien. Après, j'ai pas eu de chance de tomber dans un club qui avait des gros soucis financiers, parce que Guignon, sur le papier, quand j'y vais, ils ont encore statut pro. Même s'ils sont mal classés, il y a de l'ambition, mais derrière ça suit pas, on se maintient, mais Tony Vérel peut pas me donner de contrat, parce que comme j'étais pro et qu'il repassait un statut amateur, il y avait un minimum à me donner d'argent, et même cet argent-là, il l'avait pas. Donc je peux même pas re-signer à Guignon, et ça traîne en longueur, et je me retrouve piégé. J'ai une pubalgie entre-temps qui se déclenche durant l'été. Voilà, c'est que des concours de circonstances, mais c'est pas le foot. Et là, donc, après Guignon, ouais, donc tu parlais, ils peuvent pas te faire signer par rapport au fait que que tu avais un contrat pro, et là, tu signes à Mulhouse, et là, c'est complètement en catastrophe. Là. Alors là, jamais de ma vie, j'aurais cru signer dans un club de CFA comme ça, amateur. Mais bon, j'en ai pas des mauvais souvenirs, pour être franc. Le monde amateur, des fois, me convient même plus. Le monde pro, pour être honnête, c'est moins bling bling, il y a moins de crasse. Et moi qui ai connu les deux, parfois j'ai tendance à préférer les amateurs que les professionnels, sur le point de vue de la mentalité. D'accord. Et après, c'était pas mal de jouer en CFA, ça c'était dur. Ouais, j'imagine. Ok, on arrive un petit peu à la fin de cette interview. On va conclure avec une petite question par rapport à est-ce que tu as des contacts par rapport à la saison prochaine? Voilà, ou quand tu nous parlais un petit peu que toi tu étais plutôt d'accord pour rester à l'USMAC, mais est-ce que tu as déjà des contacts qui commencent à se décider? Là, on sait que les agents commencent à décrocher leur téléphone et puis à passer pas mal de coups de fil. Mais oui, j'ai des contacts. Après, je vous dirai pas qui, et tant qu'il y aura rien de concret, je dirai même rien à personne ou seulement aux concernés. Mais oui, j'ai des contacts. Après, on va voir, ça va s'éclaircir dans les semaines à venir, et j'espère être fixé rapidement pour pas me prendre la tête durant les vacances, pour bien me reposer pour attaquer derrière. D'accord. Donc, si on doit connaître ton avenir, on le connaîtra rapidement, pour te mettre tranquille.
Et tu peux nous dire à quel niveau les contacts ou non, tu préfères garder Il y en ça? a un Ligue 2, il y en a un national. Voilà, on verra, mais après je laisse mon agent gérer ça et moi je m'occupe juste de bien finir la saison et surtout de maintenir l'USNAC dès ce week-end à Cherbourg. Ok. Thomas, une dernière question et après on laissera Ouais. Romain tranquille. Oui, une question qui nous brûle tous les lèvres, c'est quand on t'a dit que tu allais jouer à l'USNAC, est-ce que tu as trouvé la ville du premier coup ou tu as dû chercher un peu sur le GPS? J'avais un GPS donc je ne l'ai pas cherché, mais mes parents ou ma copine qui sont venus me voir, ils ont galéré pour trouver le stade. Ouais. Et après on le voit sur les montagnes avec les projecteurs éclairés, c'est une bonne indication. Donc, si vous trouvez les lignes de salle, vous trouvez le stade. Voilà. Ok. Bon, je te remercie encore, Romain. C'était vraiment une interview sympa. Et puis, si l'année prochaine tu es encore en national, ça sera un plaisir t'avoir à nouveau dans notre émission. Avec plaisir, avec plaisir. Tu nous fais juste le petit cadeau que nous font tous nos invités avant de te laisser. Tu nous dis juste, c'était Romain Beignet dans le débrief du national sur RTS Radio. Alors, c'était Romain Beignet dans le débrief du national sur quoi? RTS Radio. RTF Radio, d'accord. Là, quand je veux? Ouais, quand tu veux. C'était Romain Beignet sur le débrief du national sur RTF Radio. Et merci beaucoup. Voilà. Et je te souhaite une bonne fin de saison. Et nous, on va tout simplement accueillir Sandy Payot qui est maintenant arrivé. Eh bien, bonsoir, Sandy Payot. Merci d'avoir accepté notre invitation déjà dans le débrief du national. Bonsoir, merci à vous de m'avoir invité. Alors, on va commencer par reparler du match à Beauvais. Un match un peu fou, même complètement fou. Vous menez 2-0 à la mi-temps, Beauvais revient à 2-2, puis après Beauvais revient à 3-3, et finalement vous parvenez à marquer ce 4e but dans les arrêts de jeu. Après un match comme ça, on ressort gonflé à bloc. Ah bah, c'est sûr que c'était un match assez ouvert, enfin même très ouvert, et c'est vrai que au niveau des nerfs, il a fallu être costaud parce que bon, on est rentré à la mi-temps avec 2 buts d'écart, on pensait que c'était fait, on pensait qu'on allait gérer, puis malheureusement, on concède un penalty rapidement en seconde mi-temps, ce qui les remet un peu rapidement dans le match. Donc ensuite, ça a été difficile toute la seconde mi-temps et on s'est accroché et on a réussi à marquer ce dernier but à la fin qui nous laisse dans la course, quoi. Ouais, qui vous laisse dans la course, on y reviendra tout à l'heure. Pour parler encore un petit peu du match, à la mi-temps, quel était le discours de votre coach et puis à la fin du match, comment lui il analysait cette rencontre? À la mi-temps, on menait 2-0, donc il nous a dit que c'était bien, mais qu'il fallait faire attention au premier quart d'heure en seconde mi-temps pour ne pas se prendre de but et puis qu'ensuite il fallait rester attentif, quoi. Donc nous on était rentrés en deuxième mi-temps justement pour essayer de garder ce score et puis pourquoi pas en mettre un second pour en compte, parce que eux, ils étaient obligés de se découvrir, comme ils étaient obligés de faire un résultat pour pouvoir se maintenir. Et comme je disais, malheureusement, l'arbitre nous siffle un penalty qui est assez généreux pour eux en tout début de seconde mi-temps. Du coup, ça les remet bien dans le match. Et puis avec l'appui de leur public, ils nous ont mis une pression et puis ils sont revenus au score, quoi. Ouais, un très joli but dans le deuxième but et puis après donc on a dit 3-2, 3-3. Donc vous empochez finalement les 3 points, mais par rapport donc à vos adversaires directs qui ont tous gagné, quel était le sentiment qui régnait dans le vestiaire quand vous avez appris tous les résultats de vos concurrents? On va pas dire qu'il y avait de la déception parce qu'on sait que de toute manière nous, si on gagne nos 3 matchs, on est certain de monter. Donc c'est vrai que comme on s'est dit, hein, là il y a un quart de finale, une demi-finale et une finale qu'il faut gagner. Et il reste plus que 2 matchs, donc la demi-finale et la finale. Donc voilà, c'est 2 matchs qu'il faudra gagner à tout prix. Et c'est vrai que ça nous aurait peut-être un peu arrangé que tout le monde ne gagne pas devant,
Mais bon, faut pas s'attendre à ce que les autres équipes pêchent parce que elles font toute une saison assez costaud. Donc c'est vrai que ben, on compte pas trop sur les autres pour laisser des points quoi. Et le coup là d'être toujours maître de son destin, là c'est vrai que si vous reste 2 matchs, c'est ce que j'ai essayé un petit peu d'expliquer en début d'émission. Il vous reste 2 matchs, si vous gagnez les 2 matchs, vous êtes en Ligue 2. Et ça vous le saviez depuis toujours parce qu'il faut quand même sortir un petit peu la calculette avec les confrontations directes, etc. quoi. Ouais, c'est sûr que c'est un comme vous dites, faut sortir la calculette, c'est un calcul à faire, mais ouais, on est sûr et certain de monter si jamais on gagne les 2 matchs. Donc, bah, comme on dit, on a encore le destin entre nos mains, donc on sait ce qu'on a à faire, quoi. D'accord. Et ça, le coach, il vous l'a toujours bien présenté comme ça, ouais. Quand tu nous disais un quart de finale, une demi-finale, une finale, ça a toujours été vraiment clair, malgré qu'Épinal soit classé un petit peu le 5e le plus souvent de ce groupe de 5, vous gardez votre destin entre les mains. Ouais, dès le lendemain du match contre Kévy qu'on a perdu, c'est le coach et puis le directeur sportif qui nous avait dit que voilà, ils avaient fait les calculs, donc si on gagnait les 3 matchs, on était sûr d'être en Ligue 2, donc voilà, on savait à quoi s'attendre, quoi. On sait à quoi s'attendre et on sait ce qu'il faut faire. D'accord. Au mercato donc hivernal, tu as rejoint cette équipe d'Épinal. Pourquoi un tel choix et quand tu arrives en janvier, quel projet on te présente? On te présente la Ligue 2 parce que bon, Épinal, on sait qu'il monte quand même de CFA l'an dernier. Toi, quand tu arrives, on te vend clairement le projet de la Ligue 2? Ouais, bien sûr, je suis arrivé et ben moi quand je suis arrivé, ben l'équipe était déjà dans les 3 premiers, donc ils avaient fait un gros début de saison où ils avaient fait, je crois, 7 ou 8 victoires d'affilée pour les 7 ou 8 premiers matchs, les premières rencontres. Donc ben c'est vrai que à la mi-saison, quand on est dans les 3 premiers, bien sûr, ils avaient tous dans leur tête et puis tout le monde a dans un coin de sa tête la Ligue 2 quoi. Donc ouais, il m'avait présenté la Ligue 2 quand je suis arrivé quoi et voilà donc bon, on est toujours en course donc voilà. C'était un bon choix. Et donc toi, quand tu arrives là de Grenoble, t'étais dans quelle situation là, sur ce début de saison? Bah j'étais au chômage depuis 6 mois en fait. Je cherchais un club depuis 6 mois. J'espérais avoir eu quelque chose en France, en Ligue 1 ou en Ligue 2, et malheureusement c'est pas venu. Il y a le coach d'Épinal qui m'avait déjà appelé 1 ou 2 mois auparavant et bon j'espérais encore trouver un club en Ligue 2 et quand j'ai vu que tout ça était bouché, et ben j'ai décidé d'aller à Épinal parce que c'est vrai que le coach, j'ai senti qui voulait que je vienne et le président aussi m'avait appelé, donc c'est vrai que ça, dans une période comme ça fait plaisir que quelqu'un soit vous réclame quoi, parce que c'est vrai que on se sent un peu abandonné quoi. Ouais, on va y revenir sur cette période, mais en fait, on va quand même reprendre un petit peu l'histoire du début. Donc, comme notre invité précédent qui était Romain Beignet, tu as été formé à l'OL, et donc oui. Toi aussi, tu faisais partie de cette magnifique génération de 87. Un petit peu la même question que j'ai posée à Romain. De ces années équipe jeune de l'OL, quelques années plus tard, quel souvenir tu en gardes? J'en garde beaucoup de bons souvenirs déjà parce que c'est vrai que nous avec notre génération on a quasiment tout gagné. Je crois qu'on a été 5 fois champion de France. Moi je suis arrivé très tôt, on est en poussin, donc on a fait champion de France poussin, 16 ans, 18 ans, CFA, et puis ensuite l'année où j'étais pro en pro, donc c'est vrai que il y a eu beaucoup de victoires avec Romain Beignet aussi. J'ai eu les aventures en sélection nationale où on a fait pas mal de sélections en équipe de France ensemble, donc c'est vrai que on avait un super groupe quoi. Génération 87, on le sentait, on gagnait beaucoup de matchs, on gagnait beaucoup de titres, donc
Donc on sentait qu'il y avait de la qualité. Et puis moi en tant que défenseur, quand on est formé avec des joueurs comme Benzema ou Ben Arfa, bah c'est vrai que s'entraîner avec des joueurs comme ça, on progresse beaucoup, quoi. Ouais, et puis en plus quand ils étaient pas là, il restait Rémi et Mounier, donc du coup, En plus, ouais. Puis il y a Julien Faussurier à 3 qui monte en Ligue 1 aussi, donc voilà, il y a Grégory Bettiol aussi, mais qui était un peu plus vieux, donc voilà. Ouais, là, c'est vrai que j'en avais énuméré un petit peu tout à l'heure et j'en oubliais évidemment parce que c'est vrai que c'est assez impressionnant le nombre de bons joueurs qu'il y avait dans cette équipe et de joueurs dont on entend toujours parler. À la suite donc de ces années OL, tu signes un premier contrat pro? Oui, à l'OL, oui. 4 ans pro à Lyon, mais je reste que 6 mois, les 6 premiers mois à Lyon, où je suis quasiment tout le temps sur le banc. En fait, je fais une seule rentrée de 20 minutes. Et c'est vrai que quand on est jeune, on a envie de jouer. Et puis il y avait Grenoble à l'époque qui était en Ligue 2 et qui m'a contacté en janvier pour faire la fin de saison avec eux. Et ils étaient à l'époque, quand je suis arrivé, ils étaient 6-7e, ils étaient pas trop loin des 3 premiers et bon, ils étaient encore dans la course, quoi. Et c'est vrai que à la fin de saison, on a eu la chance de monter en Ligue 1, donc c'est vrai que ça a été 6 bons mois après, quoi. Clément, tu voulais revenir sur la période lyonnaise? Pas forcément sur la période lyonnaise, c'était une question par rapport à l'intégration des jeunes joueurs, donc ça va venir petit à petit, mais bon, je peux la poser maintenant, on va dire, mais est-ce que, de ton point de vue, c'est plus difficile de s'intégrer dans une équipe professionnelle quand on est défenseur que quand on peut jouer, par exemple, attaquant, où on peut être un joker de luxe, comme par exemple Alexandre Lacazette a commencé à Lyon, ou est-ce que tu penses que c'est tout à fait abordable comme n'importe quel poste? Non, je pense que défenseur, c'est un petit peu plus dur de sortir quand on est jeune, parce que c'est vrai que les défenseurs, il faut avoir de l'expérience, et puis c'est un poste à responsabilité aussi. Quand on rentre, qu'on est attaquant, qu'on perd un ballon, il y a 10 joueurs derrière pour attraper le coup, alors que quand on est défenseur, si on perd un ballon, surtout en Ligue 1, ça paye cash. Donc je pense que les coachs, que ce soit même en Ligue 1, même en Ligue 2, ils hésitent toujours plus à faire rentrer un jeune défenseur qu'un jeune attaquant en cours de match, quoi. Ou même titulaire. Ok. Ouais, bien sûr. Donc on va revenir quand même sur ta période donc grenobloise. Donc les six mois là dont tu parlais, donc c'est en prêt, et ensuite après donc Grenoble monte en Ligue 1, vous décrochez la montée, et là tu restes à Grenoble ou tu repars à Lyon? Je suis reprêté. En fait, je reviens à Lyon pendant 2 mois. Et puis il y avait Puel à l'époque en fait j'ai senti que j'allais repartir pour une saison sur le banc, donc j'ai tout fait pour essayer de repartir à Grenoble, qui était monté en Ligue 1 et où j'avais fait 6 bons mois, donc voilà, j'avais quasiment la certitude d'avoir du temps de jeu en Ligue 1, donc j'ai tout fait pour partir à Grenoble, et j'étais reprêté en fait une année à Grenoble, et là c'est l'année où on s'est maintenu, on a fini 13e et ça a été une belle saison aussi, une belle saison. Et donc là, après, t'es transféré définitivement à Grenoble. Après, ouais, je suis transféré à Grenoble pour 4 ans, en juin, à la fin de saison. Donc. Et là commencent un petit peu des années un petit peu galères. Donc avec Grenoble, là c'est l'année de la descente. Et puis l'année d'après en Ligue 2, c'est une nouvelle descente, quoi. Ouais, 2 descentes de suite. C'est vrai que quand j'ai signé, je m'y attendais pas du tout. C'est vrai qu'il y avait un projet. Le président m'avait montré le nouveau centre d'entraînement, et c'est vrai que je pense c'est la première année en Ligue 1 qui a été un peu le déclencheur de tout ça. C'est vrai qu'on avait eu un bon recrutement, une belle équipe, et c'est vrai qu'on faisait beaucoup de jeux, mais on n'a pas eu forcément beaucoup de chance après les 5 premiers matchs où on perd par un but d'écart. Et puis ensuite, une fois que vous perdez les 5 premiers matchs, il y a baisse de confiance, etc. Et puis ça a été la chute, quoi. On a perdu 13 d'affilée, puis pour remonter après, c'était quasiment mission impossible. Donc voilà, une mauvaise première année, et puis la seconde année, après, il y a eu, ça a été dans la lignée, quoi. Et puis en plus après, c'était aussi en coulisses et sur le plan financier que tout commençait à dégringoler. Déjà en Ligue 2, vous le sentiez que si la descente allait être
plus profonde, on va dire, que jusqu'en national, que ça allait être vraiment un gros bouleversement pour le club? Bah non, je l'ai pas. Moi personnellement, je l'ai pas senti. Quand on est descendu en Ligue 1, je suis resté à Grenoble parce que j'étais bien à Grenoble et puis je pensais qu'on allait remonter en Ligue 1, quoi, qu'on allait jouer la montée. Et il y a eu un recrutement qui a été fait, qui avait l'air, qui avait pas l'air si mal que ça, mais c'est vrai que, en y repensant, on avait quand même une équipe assez jeune et ça a pas fonctionné. Donc voilà, c'était un mauvais choix et voilà, quoi. Mais c'est vrai que, c'était difficile à prévoir. On l'a vraiment senti au bout de 4-5 matchs que ça allait être une saison difficile, quoi. Puis la Ligue 2, c'est assez aléatoire comme championnat, comme on voit cette année Monaco ou encore Lens ou des grosses équipes qui ont du mal à remonter en Ligue 1, quoi. Ouais, il faut y être vraiment préparé. C'est pas un championnat qu'il faut prendre à la légère, ouais, même quand on descend de Ligue 1, évidemment. Ouais, et donc là, quand Grenoble dépose le bilan, toi tu restes pas du tout dans la structure, c'est ça que je voulais éclaircir un petit peu. Tu restes pas du tout dans la structure et tu es complètement au chômage, tu t'entraînes même plus avec le groupe grenoblois. Au début, si on dépose le bilan seulement le 15 juillet et puis ensuite le temps de qu'ils reconstruisent une équipe, tout ça. Moi, je me suis mis avec quelqu'un, un préparateur physique, qui m'a fait ma préparation pendant ces 6 mois, quoi. Je suis resté finalement 6 mois à me préparer avec lui, et puis je m'entraînais aussi avec Chambéry à côté, et d'abord avec un peu Grenoble, et puis ensuite avec Chambéry, pour garder la forme, parce que c'est vrai que les entraînements c'est important, et à côté je m'entraînais physiquement avec ce préparateur physique qui m'a beaucoup aidé, ce qui fait que quand j'ai retrouvé un club, même si c'était en janvier, j'étais en bonne forme, quoi. Et à cette période-là, pourquoi avoir changé d'équipe pour t'entraîner? Pourquoi pas être resté avec le groupe de Grenoble? Parce que finalement, on voit qu'ils ont plutôt pas mal réussi leur saison en CFA2. Puis Chambéry, c'est aussi niveau CFA2. Ouais, mais parce que Grenoble, je m'entendais très bien avec le coach de Grenoble qui a repris, qui est un très bon coach, mais pour moi c'était une période, ça avait été une période difficile. Grenoble, il fallait un peu que je change d'air, que je vois autre chose. C'est vrai que c'est difficile quand on a vécu dans un club en Ligue 1, en Ligue 2 de s'entraîner alors qu'il est en CFA2, quoi. Moi personnellement, je l'ai mal vécu, donc ça me faisait mal au cœur, donc j'ai préféré aller m'entraîner un peu plus loin et puis me vider un peu la tête, quoi, tourner la page. Donc, ouais, non, mais d'accord, c'est assez compréhensible. Ouais. Ton avenir, donc là, à la fin de saison, à Épinal, tu y as déjà pensé? Est-ce que tu vas accorder la priorité à Épinal, la priorité à reprendre un contrat pro, ou il faudra juste avoir un challenge intéressant? Épinal, c'est vrai que j'ai signé seulement 6 mois, mais c'est vrai que ça se passe bien ici, qu'il y a un bon groupe avec des bons joueurs, un bon staff, et c'est vrai que si on a la chance de monter en Ligue 2, ce serait une belle aventure, ce serait quelque chose de bien de continuer avec eux, parce que ici je me sens bien, ça se passe très bien, et puis voilà, quoi, c'est toujours bien de continuer l'aventure après une montée, quoi. D'accord. Et par rapport à justement la saison prochaine, comme tu le dis, tu es en fin de contrat. Est-ce que tu as déjà des contacts soit par Épinal, est-ce qu'ils ont déjà commencé à faire des démarches ou par d'autres clubs? Pour l'instant, non, j'ai toujours pas de contact. On n'a pas encore discuté même avec Épinal. C'est vrai que pour l'instant, on se concentre vraiment sur cette fin de saison. On va tout faire pour monter, et puis après on verra au mois de juin comment ça se passera, quoi. Parce que là, on avait parlé avec certains joueurs de Niort, notamment qu'on a eu comme invité, qui dans leur contrat avaient une clause en cas de montée pour avoir automatiquement le contrat prolongé d'1 an. Là, Épinal, vous étiez peut-être pas préparé aussi à jouer la montée. Tu sais s'il y a des joueurs qui sont dans ce cas-là, apparemment pas toi, mais d'autres?
Je sais pas du tout. J'en ai pas spécialement parlé avec les autres, mais je sais pas. Je peux pas vous dire sur ce point-là. Je sais pas. Je sais pas s'il y a des choses de prévues. Je sais pas. Ok. Et donc ouais, pour conclure par rapport à la saison prochaine, tu es finalement encore un petit peu dans le flou. Mais avec ce sprint final des plus haletants, on va dire avec Épinal, ça, tu te fais pas trop de soucis par rapport à ta situation la saison prochaine ou ça te trotte un petit peu dans la tête? Pour l'instant, je vais dire que j'y pense pas. C'est vrai que quand ouais, j'y pense pas. Je pense surtout à cette fin de saison. Je prends les matchs les uns après les autres. Après, il se passera ce qui se passera. Hein. C'est vrai que je pense que ouais, j'ai vécu le pire avec 6 mois au chômage. Maintenant, j'espère que ça se passera pas de nouveau, quoi. Et bon, on verra bien. Mais non, je pense pas encore à l'avenir. Pour l'instant, je pense à cette fin de saison seulement. Ouais, non, mais c'est sûr. En même temps, vous avez, pour moi, tu disais une demi-finale. Pour moi, ce sera vraiment une finale face à Ajaccio ce vendredi. Après le match à Colmar. Je pense que Thomas, qui a suivi Colmar cette saison, ne me contredira pas pour dire que Colmar ne finit pas sa saison du mieux qui soit. Mais c'est vrai que le match d'Ajaccio, j'imagine qu'il est déjà dans toutes les têtes cette semaine, quoi. Ah, bien sûr, dès la fin du match contre Beauvais, hein, on s'est donné en fait avec ce match à Beauvais, on s'est donné la chance de pouvoir encore avoir le destin entre nos mains et de pouvoir jouer ce match contre Ajaccio comme une demi-finale ou même une finale. Enfin, c'est vrai que ça c'est dans notre tête, quoi. Ce match, on l'attend avec impatience. D'accord. Et je pense qu'on va pouvoir terminer là-dessus. Sandy, je te remercie encore une fois de t'être prêté au jeu de l'interview. Et puis bon match vendredi donc face à Ajaccio. On avait la semaine dernière un Ajaxien, cette semaine un Spinalien. Maintenant que le meilleur gagne. Très bien, je vous remercie, c'est gentil. Hein. Merci de m'avoir invité et puis bon courage. Merci. Juste avant de raccrocher, Sandy, je vais te demander de nous faire le petit cadeau que nous font les autres invités et de dire c'était Sandy Payot du SAS Épinal sur RTS Radio. Bon c'était Sandy Payot du SAS Épinal sur RTS Radio. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. De rien. Merci beaucoup et puis bonne fin de saison et bon match vendredi parce que vraiment un gros match. Merci. Ça va être sympa. Bon, merci. C'est gentil. Bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir. Et voilà, c'était tout donc pour cette émission. On a eu une émission bien remplie avec deux invités qui nous ont livré des interviews super intéressantes. Donc entre Romain Beignet et Sandy Payot, ces deux anciens Lyonnais nous ont fourni un sacré programme. On va quand même terminer en vous donnant quelques infos par rapport à l'avenir de certains clubs de national. Notamment par rapport à des changements d'entraîneurs. On en parlait tout à l'heure de Créteil. Le coach Jean-Luc Vasseur devrait prolonger. Il disait qu'il savait pas encore, sa situation est encore un petit peu dans le flou. Après le match de Nîmes, apparemment il a été entendu puisqu'il devrait être prolongé dans la semaine. En sachant que pour Créteil, ça c'est quand même plutôt une bonne nouvelle parce que jamais un entraîneur de Créteil n'avait débuté 2 saisons consécutives à Créteil depuis la fin des années 90. Donc là, c'est quand même un bon signe de longévité, oui. Et donc, ça peut être une bonne nouvelle pour les Cristoliens par rapport au fait de vouloir retrouver la Ligue 2. Au niveau d'un autre changement d'entraîneur, donc un autre entraîneur francilien, c'est Vincent Doucanti qui a été lui aussi prolongé. Apparemment, il aurait signé carrément un CDI dans son poste d'entraîneur du Red Star. Et puis Michel Estevan, l'ancien entraîneur d'Arles-Avignon, lui devrait succéder à Charlie Paquillet, qui avait succédé en milieu de saison à Franck Priou. Ça, c'est du côté donc de Fréjus Saint-Raphaël. Fréjus Saint-Raphaël qui devrait
loin d'être une exception par rapport à tous les clubs de national, subir un sacré lifting au niveau de son effectif. Donc puisqu'on annonce que déjà des joueurs comme Sofiane Bézou, Michael Gamondes, Alexis Garibian, Gianni Joinville ou encore Cyril Noyer qu'on avait eu le plaisir d'avoir dans une de nos émissions précédemment, sont des joueurs qui arrivent en fin de contrat et leur bail ne sera pas reconduit. Donc pour eux c'est sûr, c'est des joueurs qui sont déjà libres de trouver un nouveau club. Donc voilà, et j'imagine que ça va encore pas mal bouger du côté de Fréjus Saint-Raphaël. Voilà, c'est tout pour l'émission. Donc je vous souhaite une bonne semaine à tous. Je vous donne rendez-vous mardi prochain dès 20h donc. Et on aura, je pense, un nouvel invité du top 5. Il nous reste Nîmes, Niort ou Vannes. Donc voilà, restez bien à l'écoute et bien à l'affût sur la page Facebook du Débrief du National. Vous serez mis au courant dès qu'on aura plus de nouvelles par rapport à nos invités de la semaine prochaine. Voilà, merci encore et à la semaine prochaine. Au revoir.